Michael Nogal, bonjour. Bonjour. Député de Haute-Garonne, La République En Marche, vice-président des affaires de la Commission économique, vous rendez public aujourd'hui un rapport parlementaire sur le logement, plus précisément sur la location, intitulé « Louer en confiance », 37 propositions pour un développement équilibré et conforme à l'intérêt général du parc locatif privé. Alors, vous avez fait un tour de France du logement, vous avez réalisé 90 auditions, vous avez rencontré près de 300 personnes. Quelques mois après la mise en place de la loi Elan sur le logement, pourquoi d'abord ce rapport sur la location? Alors, vous l'avez rappelé, d'abord merci pour votre invitation, vous l'avez rappelé, la loi Elan a été une loi importante sur laquelle on a travaillé les 2 premières années du mandat. Maintenant, elle rentre en application. On a voté des mesures importantes et certaines qui étaient des engagements pris par le président de la République, notamment la création du bail mobilité, que j'ai beaucoup défendu à l'Assemblée, que je défends aujourd'hui sur le terrain. Mais la question, à proprement parler, du parc locatif privé et des relations bailleurs-locataires a été assez peu traitée. Et donc, le Premier ministre m'a demandé au mois de décembre de travailler plus spécifiquement sur ce sujet parce que le calendrier de la loi Elan ne le permettait pas à l'époque. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois, vous l'avez dit, avec de nombreuses rencontres sur le terrain. J'ai aussi mené un tour de France du logement en métropole et en outre-mer pour entendre l'ensemble des problématiques que rencontrent les Français aujourd'hui, qu'ils soient propriétaires, locataires, mais aussi professionnels. Alors justement, et vous avez étudié aussi ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que l'on peut dire que les rapports locatifs sont déséquilibrés en France? Alors, ce que j'explique dans mon rapport, à partir d'exemples que je prends notamment à l'étranger, et d'après ce que j'ai entendu des auditions, à la fois des professionnels, mais aussi des associations, comme le droit au logement ou la Fondation Abbé Pierre, oui, en France, les rapports sont plutôt équilibrés. Donc, je propose, moi, des mesures qui visent à répondre à des problèmes que les Français rencontrent au quotidien, mais sans grande révolution, parce que pour moi, il est question de modifications, voilà, qui vont permettre du mieux, voilà, au quotidien, que ce soit sur le sujet du dépôt de garantie qui fait l'objet de nombreux litiges, que ce soit le rôle entre les propriétaires, les agences immobilières et les locataires, que ce soit le sujet des logements vacants, de la rénovation énergétique, tous ces sujets, je les aborde dans ce rapport. Alors justement, on va voir concrètement, bon, les propriétaires bailleurs ont toujours peur du risque d'impayé, mais aussi qu'on dégrade leur logement. Qu'est-ce que vous préconisez pour les rassurer? Alors c'est vrai que j'ai entendu les propriétaires dont la première crainte c'est l'impayé et la dégradation. Donc je pense que pour rétablir une relation de confiance entre bailleurs et locataires, il est d'abord important de sécuriser le bailleur. Pour ça, je propose de créer un nouveau mandat de gestion pour les professionnels de l'immobilier, c'est-à-dire que demain, très concrètement, un propriétaire bailleur aura le choix soit de gérer son bien en direct, c'est-à-dire de particulier à particulier, on ne l'obligera jamais à passer par un agent immobilier, mais dans ces cas-là, il doit savoir que c'est à ses risques et périls, et aujourd'hui, il ne peut pas être totalement sécurisé, même avec les garanties qui sont proposées sur le marché. Et d'un autre côté, s'il passe par un professionnel de l'immobilier, c'est ce professionnel qui prendra en charge le remboursement d'un éventuel impayé ou d'une dégradation pour le compte du propriétaire. Et donc, le propriétaire, lui, n'a à se soucier de rien. On se retrouve avec un propriétaire qui est totalement sécurisé, avec un locataire pour qui l'accès au logement est plus facile, parce que une pression qui baisse sur le bailleur, c'est aussi une pression qui va baisser sur la sélection des locataires. Et enfin, un professionnel qui retrouve sa raison d'être et qui a une valeur ajoutée dans la relation entre propriétaire et locataire, parce que le constat que j'ai fait initialement sur ce rapport, c'est qu'on a 2 propriétaires sur 3 qui préfèrent gérer en direct leurs biens plutôt que de passer par un agent immobilier. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas assez de services? C'est ça, c'est-à-dire que ils estiment que le coût des honoraires ne justifie pas le service qui est proposé. Et par ailleurs, avec les nouvelles startups du numérique aussi, on arrive à des services à la carte qui sont proposés. Et ça, c'est des prestations qui sont très sollicitées par les bailleurs. Comment lutter contre les locataires indélicats, ceux qui sont de mauvaise foi, qui ne payent pas? Là aussi, comment sécuriser le propriétaire bailleur? On pense aux expulsions notamment. Oui, alors moi j'ai fait le choix de ne pas stigmatiser ni les propriétaires, ni les locataires, ni les agents immobiliers, parce que je pense que la relation de confiance, elle est basée sur des faits précis. Je reviens dans mon rapport sur la question des expulsions locatives. On a des faits divers parfois où une procédure a pris 3-4 ans
où un propriétaire s'est retrouvé en très grande difficulté parce que la procédure a été très longue. Ce que j'explique, et notamment par les chiffres qui m'ont été transmis par le ministère de la Justice, c'est que les durées moyennes des expulsions locatives, quand elles ont lieu, sont beaucoup moins importants que ces faits divers qui, j'allais dire, sont très spectaculaires. Donc il y a un fantasme autour de ça, on exagère. Il y a un petit peu un fantasme. Ouais. Cela dit, je pense que c'est sain d'ouvrir tous les débats. Il n'y a aucun tabou dans ce rapport. Et donc moi, ce que je propose, c'est de créer un observatoire justement sur les expulsions locatives pour que chacun puisse vraiment prendre conscience de l'enjeu, que ce soit les propriétaires. Non, on n'a pas que des locataires qui ne veulent pas payer leur loyer et qui dégradent les logements, c'est pas vrai. Et du côté du locataire, on n'a pas forcément des propriétaires qui cherchent à se séparer absolument du locataire. Un propriétaire est heureux quand il a un locataire qui paye. Un locataire est heureux quand il a un propriétaire qui lui fournit un logement de bonne qualité avec un loyer abordable. Donc là, vous préconisez en fait de mettre en place un observatoire qui évalue justement ce sujet avant de se lancer dans des interdictions ou les expulsions et tout ça, déjà de prendre bien la notion de ce caractère très important. Exactement. Autre sujet, alors là, qui est source de conflits énormément, c'est le fameux dépôt de garantie, ou plutôt la non-restitution du dépôt de garantie. 65% des actions en justice source de conflits, d'ailleurs, sur le dépôt de garantie. Et vous, alors là, vous faites une proposition particulière pour essayer de sortir de ces conflits. Voilà. Là aussi, je pars d'un constat qui est assez alarmant. C'est qu'aujourd'hui en France, c'est pas le cas dans tous les pays européens. Aujourd'hui en France, on a des propriétaires qui encaissent le chèque, on appelle ça le chèque de caution maladroitement, c'est le dépôt de garantie qui est encaissé tout de suite. Et un phénomène que j'ai observé pendant ces 6 mois de mission, qui est que les locataires, de plus en plus, ne payent plus leur dernier mois de loyer parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir récupérer le dépôt de garantie qui a été encaissé déjà par le propriétaire. Donc moi, pour répondre à ça, c'est une solution très concrète. Je propose, sur le modèle de ce qui s'est fait depuis 2007 au Royaume-Uni, c'est de créer un organisme tiers agréé par l'État qui gérerait la consignation de ce dépôt de garantie. Les dépôts de garantie des locataires seraient placés auprès de cet organisme et après, une fois la restitution, si par exemple certaines réparations nécessitent que le dépôt de garantie soit mobilisé en tout ou partie, eh bien le propriétaire pourra demander à récupérer une certaine partie de ce dépôt de garantie. Mais dans tous les cas, je veux rétablir là aussi la confiance dès le début de la relation, en se disant qu'un propriétaire ne va pas s'enrichir sur le dos du locataire et que le locataire verra bien que son argent, c'est son dépôt de garantie qui est placé et donc protégé aussi d'une certaine mesure. Donc dans un organisme qui soit agréé, qui soit un petit peu à part, et d'ailleurs vous voulez mettre en place aussi une grille sur la vétusté faite de façon un peu, enfin indépendante en tout cas. Je reviens sur le sujet en effet de la grille de vétusté qui a été un sujet qui a été abordé déjà depuis plusieurs années. Aujourd'hui, sur la manière dont on estime la dégradation d'un bien, vous avez des grilles de vétusté, des grilles d'analyse différentes en fonction des familles de logements. Dans le parc social, vous avez certains bailleurs qui ont leur propre grille de vétusté. Moi, ce que je propose, c'est d'en faire une unique pour avoir plus de transparence, plus de clarté. Là aussi, pour éviter les conflits au moment de se dire je fais l'état des lieux, comment ça va se passer, est-ce que je vais pas avoir un propriétaire ou un professionnel qui va juger très sévèrement l'état des lieux par rapport à l'usure normale du logement. C'est toutes ces choses des petites choses du quotidien, des soucis du quotidien que j'essaie de régler. Comment inciter davantage les propriétaires bailleurs à remettre sur le marché des logements vacants? Alors, je parle beaucoup des logements vacants parce que en France, il y a un chiffre qui est beaucoup repris, c'est celui de 3 millions. 3 millions de logements vacants. Ce que j'explique, notamment à partir d'une étude du Conseil général de l'environnement et du développement durable et de l'IGF, l'Inspection générale des finances, c'est que sur les 3 millions de logements vacants, en réalité, il y a environ que 130 000 logements directement mobilisables dans le parc privé tendu, en zone tendue. C'est pas les 3 millions, effectivement. C'est pas les 3 millions qu'on peut, d'un claquement de doigts, mobiliser pour soit de l'hébergement ou soit pour mieux loger les Français. Parce que la réalité, c'est que une majorité de ces biens vacants ne sont pas habitables en l'état, ils nécessitent des travaux. Certains se situent en zone détendue, là où la demande du coup n'est pas importante et donc on ne manque pas de logements. Et donc ces logements vont rester vacants. Ce qui est important de voir, c'est quels logements on peut mobiliser. Et je crois qu'avec le nouveau modèle d'intermédiation et de sécurisation totale du bailleur, eh bien on fera revenir plusieurs milliers de logements dans le parc locatif privé. En tout cas, c'est ce que je souhaite et je mènerai ce travail aussi à l'Assemblée avec mes collègues parlementaires et avec le gouvernement pour que la lutte contre la vacance
trouvent justement des solutions très concrètes par ce nouveau mandat de gestion. Pas de statut du bailleur privé, comme on entendait, beaucoup de professionnels défendaient cette idée, et finalement dans le rapport, là, c'est non. Oui, c'est une vieille demande des professionnels d'avoir un statut du bailleur privé qui en fait correspondrait en termes de fiscalité à une logique d'amortissement. Quels sont les freins alors, sur un bien, avec un propriétaire qui deviendrait en quelque sorte une micro-entreprise avec un statut fiscal un peu particulier. Moi, ce que je dis, ce que j'ai observé aussi pendant ces 6 mois, c'est que ce qui marche en termes de fiscalité, c'est l'incitation directe et perceptible. C'est la raison, par exemple, de la transformation prochaine du CITE en prime. Le crédit d'impôt, vous avez de la visibilité, mais vous ne le percevez pas directement. La prime, vous la percevez directement. Et c'est ça l'intérêt, et c'est ce qui fait le passage à l'action. Que ce soit sur l'intermédiation locative, où les locataires sont incités avec une prime de 1 000 € à mettre sur le marché de leur logement pour des publics modestes, que ce soit sur la rénovation énergétique, où pour faire des travaux, il faut encourager et donner de la visibilité, de la lisibilité au financement. Eh bien, je crois que c'est plus dans ce sens que nous devons aller. Je fais des préconisations justement là-dessus. On aura la discussion budgétaire. Mes propositions concernant le budget seront discutées dans le cadre du projet de loi de finances 2020. Mais en effet, j'ai écarté cette idée du statut du bailleur privé. Par contre, tout ce qui est dispositif d'investissement locatif, type Pinel, vous souhaitez en fait continuer au-delà de 2021. Alors, ce que je dis par rapport au dispositif Pinel et au dispositif de défiscalisation pour l'investissement locatif, c'est que, comme on l'a fait avec Julien Denormandie, avec le dispositif qui porte son nom, qu'on a voté dans le précédent PLF, voilà, qui est en fait une aide à l'investissement dans les centres anciens dégradés pour la rénovation. Et qui nécessite 25% de travaux. Qui nécessite 25% de travaux et pour laquelle la liste des travaux potentiellement réalisables est très claire. Les décrets ont été pris, donc aujourd'hui, l'ensemble des propriétaires, et je les invite aujourd'hui à s'approprier ce dispositif de Normandie, parce qu'il fonctionne très bien, il répond à un vrai enjeu. La fiscalité doit être un outil au service des politiques publiques. Le dispositif de Normandie, il sert la revitalisation des centres-villes dans les villes moyennes. La réflexion qu'on doit avoir. Vous souhaitez les poursuivre, en tout cas, que ce soit le Pinel dans le neuf ou de Normandie. Je souhaite les poursuivre, mais je souhaite que l'on ait une réflexion sur un zonage de projet. Aujourd'hui, le zonage en France est basé sur la tension observée sur les territoires avec des zones A bis, B ou C. Je prends toujours l'exemple de Paris qui est en zone A bis, des métropoles comme Toulouse qui sont en zone B1. Pour autant, vous avez dans les territoires ruraux, en zone C, territoires périphériques, des territoires qui sont dynamiques et qui mériteraient un accompagnement fiscal et là aussi une incitation pour accompagner cette redynamisation des territoires. Donc ça veut dire de revoir en tout cas ce zonage. Moi je pense qu'on doit avoir cette réflexion pour que, encore une fois, la fiscalité serve l'intérêt général et la politique publique et pas seulement dire voilà, on accorde tant de milliards, on va faire du saupoudrage. C'est pas l'objectif. L'objectif c'est d'être efficace dans les politiques publiques et dans la manière dont on utilise l'argent public. L'une des préconisations également du rapport, c'est d'inciter les institutionnels à revenir sur le marché du logement. Alors, il faut savoir que sur le parc locatif privé, donc c'est 6,7 millions de logements, on a la particularité en France d'avoir un parc qui est constitué de bailleurs individuels, privés, et de peu de bailleurs institutionnels. Ils représentent autour de 4%. L'objectif, c'est de faire en sorte que ces bailleurs institutionnels, qui peuvent apporter des services supplémentaires, j'en ai rencontré plusieurs sur le terrain, ils puissent justement avoir une facilité, j'allais dire, dans la gestion d'un parc privé, notamment aujourd'hui avec la loi SRU qui oblige à construire des logements sociaux, 25% de logements sociaux dans chaque ville. Vous avez dans chaque nouveau programme immobilier une partie des appartements, des biens qui sont réservés aux bailleurs sociaux. C'est une très bonne chose. Maintenant, il peut arriver parfois que dans un même programme et dans un même immeuble, le bailleur social cohabite avec ce bailleur institutionnel, et c'est vrai que ça n'aide ni l'un ni l'autre en quelque sorte, parce que ils n'ont pas directement la main sur la pleine propriété de leur immeuble. Donc ce que je propose, c'est une mesure facilitatrice pour les bailleurs institutionnels, afin de détenir du PLUS et des PLAI, donc des logements très sociaux et sociaux dans la catégorie des logements HLM, pour justement pouvoir mieux gérer ce parc et les attirer vers le parc locatif privé, parce que ces dernières années, on a eu tendance à avoir des grandes foncières qui ont préféré investir dans du bureau que dans du logement. Là aussi, je pense que c'est dans l'intérêt de tous, des publics modestes,
des locataires, des propriétaires, de faire revenir des investissements dans le parc locatif privé et apporter des solutions supplémentaires pour loger tous les Français. Très bien. Et pour terminer, on dit quand même un mot des professionnels de l'immobilier. Bon, il y a 37 propositions en tout. Il faut évidemment les regarder dans le détail. Sur les professionnels de l'immobilier, votre rapport préconise de faire évoluer les critères d'aptitude à la profession d'agent immobilier, de mettre en place aussi une meilleure formation, tout comme l'instauration d'une certification IMO+. Tout à fait. Alors, pas mal de propositions, en effet, pour rendre plus attractive cette profession et pour lui donner les clés, j'allais dire, pour proposer un service de meilleure qualité, à la fois pour les propriétaires et pour les locataires. Ça passe par l'arrivée dans ce secteur d'une nouvelle population, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les conditions pour devenir agent immobilier, pour être titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier, il faut soit avoir fait un BTS immobilier, soit avoir fait une licence en droit économie commerce, mais sans distinction. Et par exemple, vous avez un jeune qui sort de Sciences Po ou d'une école d'ingénieur va pas forcément pouvoir devenir agent immobilier parce qu'il ne correspond pas, j'allais dire, aux critères fixés de manière un petit peu, j'allais dire aléatoire. Et donc moi, ce que je propose, c'est d'élargir aussi les possibilités d'accès à cette profession, mais sur la base de compétences qui auront été, j'allais dire, prouvées ou en tout cas démontrées. Et ensuite, pour permettre notamment aux agents immobiliers de se démarquer au-delà des obligations légales dont ils disposent, c'est de créer une certification. Alors c'est une certification que je propose de créer avec eux, avec les services de l'État, l'administration, pour cette certification IMO+, que j'appelle IMO+, parce que le sujet, c'est la valeur ajoutée que peut apporter l'intervention d'un professionnel. Si on veut accompagner la rénovation énergétique et le défi de demain, si on veut pouvoir les accompagner, on doit aussi faire monter en compétence les agents immobiliers sur ces sujets-là, parce que c'est attendu par les Français. Et par ailleurs, et je l'ai dit aussi aux professionnels, la contrepartie aussi de l'autonomie, de la responsabilisation, c'est de pouvoir être irréprochable. On l'a vu récemment avec notamment une opération de testing de SOS Racisme. On a des discriminations qui sont pratiquées dans le monde du logement et la moitié des agents immobiliers qui ont été testés ont malheureusement pratiqué la discrimination. Donc ce que je propose, c'est que dans la formation continue des agents immobiliers, de l'ordre de 42 heures par an, tous les 3 ans, pardon, on puisse ajouter 3 heures dédiées à la lutte contre la discrimination. Et je propose aussi de généraliser des opérations de testing parce que il nous faut aujourd'hui, sur ce sujet des discriminations, passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultat. C'est une condition sine qua non pour que propriétaires, locataires et agents immobiliers soient définitivement réconciliés. Voilà, Michael Nogal, pour ce rapport loué en confiance, 37 propositions. Prochaines étapes? Prochaine étape, la présentation publique à la presse et ensuite une proposition de loi que je construirai avec mes collègues parlementaires pour une présentation, je l'espère, au mois de septembre. Au mois de septembre, rendez-vous est pris. Michael Nogal, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.